Ils avaient absolument tout prévu depuis le début. Dark saison 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille et après on va tout spoiler. Et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Dark est l'histoire d'une petite ville où un enfant va disparaître et une enquête sera mise en place pour le retrouver, et c'est là que ça va aller dans tous les sens. Dans ce monde fantastique, on va suivre l'histoire de plusieurs familles et ça va aller très très loin. Deuxième série de l'histoire de la chaîne que je critique depuis son existence. J'avais fait la première saison et la deuxième saison en critique et je suis content parce qu'au fur et à mesure des années, Dark est devenu un petit phénomène et beaucoup de personnes en parlent aujourd'hui, et je suis là pour la toute dernière critique de la série. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la série s'est achevée au bout de 3 saisons comme c'était prévu depuis le tout début. Je tiens à préciser que cette semaine, je ferai 2 autres vidéos sur Dark. Une première vraiment faite pour les gens qui ne connaissent pas la série, pour les motiver à regarder, et une deuxième un peu plus en détail, dans laquelle je répondrai à vos commentaires, à vos questions. Donc si vous avez des questions sur cette saison, après avoir fini la vidéo, mettez-moi ça dans les commentaires et j'y répondrai évidemment dans la prochaine vidéo. On est tous d'accord là-dessus, le générique de Dark, on ne le passe jamais. C'est comme le générique de Narcos, tu l'écoutes, tu kiffes, tu profites. Jamais tu n'appuieras sur ce bouton ignorer l'introduction, ça n'existe pas. Sinon, contrairement à ce que j'avais fait dans mes précédentes vidéos concernant Dark, j'aimerais féliciter le travail des scénaristes. Baran Boda, Jan Tfe Frinson, j'ai complètement massacré leur nom, je suis désolé, mais c'est eux les parents de Dark. Ils ont fait l'écriture et la mise en scène de la série, c'est vraiment eux les créateurs et ils ont fait un travail phénoménal. Aujourd'hui, Dark est devenu l'une de mes séries préférées et c'est vraiment grâce à eux, donc merci à eux d'avoir fait cette énorme série. Et évidemment, on remercie tous les autres scénaristes, tous les autres gens qui ont bossé dessus. Il faut parler de la difficulté de comprendre Dark parce que c'est compliqué pour beaucoup de personnes sont perdues. C'est pas une série que tu regardes en faisant autre chose, c'est pas une série que tu regardes avec un air peu intéressé. Quand tu regardes Dark, tu dois être curieux, tu dois t'intéresser. Je dis pas qu'il faut faire des schémas dans tous les sens et des calculs, je dis juste qu'il faut faire attention à l'intrigue, il faut faire attention aux détails, il faut faire attention à vraiment tout ce que la série te propose. Après, mon travail aussi dans cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre un peu mieux et de vous expliquer pourquoi je trouve que c'est une bonne série, mais c'est pas une série qui te prend pour un con. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est une série où il faut un minimum s'investir, c'est une évidence. Et ça qui est cool aussi, c'est qu'il faut faire attention. Des séries qui te prennent pas pour un con, bah il y en a pas beaucoup au final parce qu'elles sont assez aseptisées, il y a pas beaucoup de choses qui sont vraiment intellectuelles, donc il y a peu de séries qui te font vraiment réfléchir. La dernière en date, d'après moi, que j'ai vu en tout cas, c'est Westworld saison 1, après ça a un peu changé par rapport aux autres saisons, mais on est dans cet acabit-là, ça te fait réfléchir, tu te fais des théories, tu réfléchis, c'est vraiment ça que j'aime à propos de Dark, c'est que même moi qui déteste les théories, bah naturellement en suivant l'intrigue, en suivant l'histoire, tu t'en fais, parce que c'est fait d'une manière à vouloir un peu déchiffrer l'arbre généalogique de la série, du coup forcément tu fais des théories sans même le vouloir, et ça qui est fort, tu vas juste kiffer et vouloir t'intéresser le plus possible à la série, aux personnages, à l'intrigue, aux différentes choses de l'histoire. On va évidemment en parler en détail en spoiler. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas vous laisser intimider par la difficulté de la série, parce qu'elle n'est pas difficile, il faut juste suivre un peu et vous allez avoir toutes vos réponses à la fin. À la fin de la saison 3, donc quand la série c'est fini, vous avez les réponses à toutes vos questions. Et ça qui est génial, plus besoin de théoriser, plus besoin de réfléchir, la série vous donne toutes les réponses, mais encore une fois sans vous prendre pour un débile. Donc c'est évidemment la force de la série, c'est que c'est une série qui est extrêmement bien écrite parce que toutes les intrigues ont une conclusion, elles se concluent d'une manière vraiment satisfaisante, c'est vraiment ça qui est fort aussi. Il y a énormément de personnages, il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de choses différentes dans la série et elles ont tout un sens. La force de la série, c'est le scénario, c'est l'écriture avant toute chose. Évidemment, la mise en scène est vraiment efficace, il y a vraiment de magnifiques plans, c'est une série qui est juste magnifique à regarder, mais il n'y a pas de mouvement de caméra assez fou. Il n'y a rien de surprenant d'un point de vue des mouvements, il y a un ou deux plans séquences sympathiques, mais sans plus. C'est une série qui se repose uniquement sur le dialogue, il y a très peu de scènes d'action dans la série, je crois qu'il y en a une dans la saison 3, elle est très courte, mais elle est incroyable et déstabilisante, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est sûrement la seule. Dans la saison 2, il devait y avoir encore une ou deux scènes d'action, et puis c'est tout. Ce qui est fort dans Dark, c'est les révélations, c'est la continuité, c'est les personnages, c'est leur passé, c'est leur futur, c'est leur motivation, tout ce que vous voulez. Donc allez voir Dark pour les détails, allez voir Dark pour les plans magnifiques, allez voir Dark pour vraiment l'écriture. Parce que c'est l'histoire des personnages, leur passé, leur motivation, leur futur, qu'ils sont ce qu'ils veulent être évidemment, mais aussi le symbolisme. Il y a un travail sur la religion, sur le côté sombre de l'image, sur la lumière, sur la destruction, etc., etc. On va en parler juste après. Mais c'est aussi attention aux détails que j'aime beaucoup dans la série. Il y a plein de choses qui sont absolument géniales de ce point de vue-là. On en parlera en spoiler, mais des fois il y a un texte à l'envers pour symboliser un peu quelque chose dans l'histoire. Il y a des transitions en mode vroom.
Je sais pas comment on appelle ça comme transition, mais c'est l'image qui se fait absorber pour passer à une autre scène. Encore une fois, ça c'est une importance capitale pour l'histoire. Donc même si les mouvements de caméra sont pas fous, il y a tous les outils du metteur en scène, du montage qui sont utilisés pour raconter une histoire de manière parfaite. L'écran partagé est aussi merveilleusement bien utilisé et il y a beaucoup de références, encore une fois, religieuses à la Bible, mais aussi à des contes comme celui d'Ariane, par exemple, et de la mythologie, qui va avoir une place capitale dans l'histoire, mais il y aura aussi un bracelet, par exemple, il y aura aussi un pendentif et il y aura aussi des présentations scolaires. Ça peut paraître un peu con, mais quand des élèves vont parler un peu dans le fond sonore de l'épisode, ils vont raconter des choses importantes pour l'histoire, qui sont peut-être pas liées à l'intrigue principale de l'histoire, mais qui sont liées quand même à la compréhension du background de l'histoire et qui permettent de donner des indices sur un peu tout. Donc oui, une attention au détail qui est absolument incroyable et ça qui est fort. Donc même si c'est pas fulgurant, encore une fois, du point de vue des mouvements de caméra, ils ont exactement utilisé tous les outils qu'il fallait pour raconter cette histoire. Même le format d'image qui change à certains moments a une importance capitale pour l'histoire. Mais cette troisième saison, je me suis dit, bon, vu que c'est la saison de conclusion, ils vont aller un peu plus mollo sur tout ce qu'ils ont fait dans les précédentes saisons, mais c'est l'inverse, ils y vont encore plus loin, ils introduisent encore plus de personnages, ils introduisent encore plus d'éléments fantastiques, ils introduisent tellement de choses différentes qui rendent l'histoire encore plus complexe. Mais au final, encore une fois, tu as toutes les réponses à la fin. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que cette fois-ci, tu ne fais confiance à personne. Tu ne sais plus à qui faire confiance au niveau des personnages, à quelle intrigue t'intéresser, tu sais pas vraiment ce qui va tout changer. Tu ne sais plus vraiment qui est le méchant, qui est le gentil, c'est beaucoup moins manichéen qu'avant et là, t'es complètement perdu. Et toute la saison, jusqu'au dernier épisode ou les deux derniers où tu commences à comprendre un peu ce qui se passe, t'es complètement paumé, tu dis mais attends, lui il était là, qu'est-ce qui se passait? Et puis t'arrives à la fin et chaque fin d'épisode est en musique, à chaque fois il y a une chanson et c'est les 10 dernières minutes qui sont en musique et c'est incroyable, t'as plein de réponses à chaque fois. Mais quand t'arrives à la fin, tu dis mais qu'est-ce que je viens de voir? Et tout s'emboîte dans ta tête et tout s'emboîte dans la série et tu dis putain les génies. Et ça qui est fort dans la série, c'est vraiment arriver à ce stade où tu dis putain, mais j'aurais pu le voir en fait. J'aurais pu le comprendre parce que dès le début, t'as les indices et t'aurais pu comprendre. Et à la fin, même toutes les théories que j'avais lues pour la saison 2, il y en a qui sont vraies, mais la majorité sont à côté de la plaque. Et c'est assez incroyable d'arriver à nous surprendre, surtout en 2020 où tout le monde connaît la fin de tout, juste avec des indices, des théories, de n'importe quoi. Donc j'ai trouvé le dialogue encore mieux écrit que les précédentes saisons parce que cette fois-ci, il y a une vraie attention aux mots, aux choses, aux pensées, aux personnages. Et de manière générale, t'es beaucoup plus investi dans le parcours des personnages parce que t'as envie de savoir comment ça va se finir et t'es surpris évidemment à la fin et c'est ça qui est fort. Mais t'es beaucoup plus investi, ça c'est clair, parce qu'au début, première saison, t'étais un peu perdu, il y avait trop de personnages, tu savais pas qui était qui. Deuxième saison, t'avais encore plus de réponses. Et là, vu que tu connais un peu tout le monde et t'as quand même de nouveaux personnages qui arrivent et tu connais un peu le délire et l'ambiance et tout, au final, t'arrives devant cette saison 3 et tu dis, ok, maintenant je suis là pour déguster, t'en prends plein la gueule parce qu'au final, t'es surpris. Les nouveaux personnages arrivent, tu sais pas quelle est leur connexion aux autres, tu sais pas comment ils vont avoir une importance dans l'histoire. Et quand t'ajoutes des nouveaux personnages à 3 épisodes de la fin, ils ont forcément une importance capitale et ils ont forcément un rapport avec les autres. Et le pire, c'est carrément, tu dis, bordel, il faudrait conclure parce que vous devez expliquer je ne sais pas combien d'épisodes, 24 au total, en 1 ou 2 heures avec les 2 derniers épisodes et ils le font parfaitement bien. Vous comprenez que c'est très dur de parler de cette série sans spoiler, vous inquiétez pas, on va pas tarder à spoiler, mais il faut savoir que les acteurs, encore une fois, sont incroyables. Il y a beaucoup de scènes touchantes, il y a beaucoup de scènes émouvantes qui m'ont vraiment ému. La fin, elle m'a vraiment dévasté, c'était une fin incroyable. On est sur un rythme encore plus effréné que les dernières saisons parce qu'à chaque fin d'épisode, tu te prends d'énormes claques et t'as envie de voir la suite. C'est révélation après révélation, plot twist après plot twist, enfin bref, c'est génial. Le mystère se résout au fur et à mesure et tu kiffes chaque moment passé avec les personnages et avec la série et surtout l'ambiance. Une ambiance glauque, une ambiance assez malsaine mais plaisante, presque certains moments un film d'horreur. D'ailleurs, la prochaine série sera une série d'horreur au 19e siècle, il me semble, par les créateurs de Dark. Donc vraiment hâte de voir ça. Et pour parler vraiment des thématiques, la thématique principale de cette saison 3, c'est l'amour. On en parlera en spoiler parce que c'est compliqué d'expliquer ici pourquoi. La destruction, mais aussi la création, l'idée de cycle, l'idée d'infinité, l'idée de répétition, c'est aussi représenté par plein de détails. Le côté fataliste de la série, de se dire, bon, au final, il n'y a aucune importance, tout va finir de la même manière, quoi qu'il arrive, peu importe nos actions. Le côté religieux, encore une fois, c'est extrêmement important, et le libre arbitre, ça aussi. Si tout se répète, si tu es fataliste, tu n'as plus vraiment de libre arbitre, enfin bref, il y a plein de choses intéressantes. Et la fin, c'est une vraie fin de série. On fait pas le malin avec toi, on n'essaie pas de te raconter des choses à droite à gauche, c'est une vraie fin de série, et j'adore ça. Pour conclure, Dark saison 3, c'est une saison parfaite. Moi, j'ai trouvé aucun défaut, rien à dire, tout a été calculé, tout a été détaillé, tout a été vraiment prévu depuis le début. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment tout qui a été calculé. Donc quand tout est calculé depuis le début, qu'est-ce que tu veux critiquer? Il y a peut-être une petite sous-intrigue de la saison 2 qui n'a jamais eu de réponse, une toute petite. On en parlera en spoiler, mais c'est pas très important au final. Enfin, c'est pas du tout important. Mais oui, la musique, l'ambiance, les personnages, l'émotion, l'écriture, mais qu'est-ce que vous voulez quoi? Les outils du metteur en scène, de montage, tout a été extrêmement bien fait. Je ne vois vraiment aucun défaut. C'est vraiment l'une des meilleures séries qui a jamais été faite. Tout a été
maîtrisé de A à Z. Et plus tu penses aux personnages, plus tu penses à leur parcours, bah il y a cette émotion qui revient parce qu'au début les premières saisons de Dark elles étaient émouvantes, c'était une évidence, mais t'étais plus intéressé par le mystère. Et là on s'intéresse évidemment au mystère, mais t'es aussi beaucoup plus attaché au personnage parce que tu sais que c'est la fin. Et c'est le genre de série, en tout cas pour moi aujourd'hui, que lorsque tu l'as fini, tu sais plus trop quoi faire, t'as pas envie de regarder autre chose. Tu t'es dit j'ai vécu 3 ans de Dark, c'était incroyable, et là tu te sens un peu vide. Tu te dis mais qu'est-ce que je peux faire par la suite, qu'est-ce que je peux voir par la suite, enfin bref, c'est juste génial. Et tu ne peux que récompenser le travail de tout le monde sur cette série parce qu'il y a à mes yeux aucun défaut, et je dis pas ça souvent et je trouve toujours un petit truc à droite à gauche, mais là parfait. Pour les fans de mystère, pour les fans d'ambiance, pour les fans de séries en général, que vous dire de plus, vous allez adorer. Peut-être il faut un peu s'accrocher les premiers épisodes de la première saison parce que tu sais pas trop ce que raconte l'histoire, mais après t'es complètement à fond et tu perds pas du tout de temps à apprécier cette série. Enfin bref, c'était une série chef-d'œuvre et je pense que je vais me la remater très bientôt parce que j'ai envie de revoir un peu toute la série avec les réponses de la fin, voir si tout se tenait très bien depuis le début, mais je pense que c'est le cas. Parce que t'as une sorte d'épisode qui résume à peu près tout ce que t'as vu durant la saison et tu dis ah ouais, tout était vraiment prévu. Enfin bref, il faut évidemment aller voir cette série et je ne peux que vous la recommander. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Vous l'avez compris, la première partie de la vidéo était très laborieuse parce que c'est très dur de parler de Dark sans spoiler, mais là on va spoiler absolument tout, on va parler de plein de choses différentes. Il faut savoir qu'il y a un site web officiel Dark, je le mettrai dans le commentaire épinglé, c'est un site web qui fait un arbre généalogique de tous les personnages de toutes les familles et vous pouvez cliquer à chaque fois sur un personnage et voir un peu son parcours dans tous les épisodes avec le nom de l'épisode, des noms, des personnages, vous pouvez cliquer dessus, il y a plein d'informations, c'est génial. Je me suis d'ailleurs un peu aidé de ce site web pour faire la vidéo, donc si vous avez des questions après cette vidéo là, vous pouvez aller voir le site web ou poser les questions en commentaire si le site web n'a pas répondu à vos questions et je ferai une autre vidéo. On en parle du logo de Sigmundus, hein, il y a combien de facettes? Il y en a 3, au final avec la boucle au milieu, l'infini, une pour chaque monde, c'était prévu depuis le début, ils savaient de quoi ils parlaient. On en parle des posters aussi, premier poster c'est la grotte, deuxième c'est le voyage dans le temps, troisième c'est le monde parallèle. Et on en parle du générique qui a toujours teasé les mondes parallèles en se faisant comme ça dès le début. Dès le début, il y avait un monde parallèle. Dès le générique, ils nous ont dit, hey les gars, il y a du voyage dans le temps, mais un monde parallèle. Ça fait du bien des créateurs qui savent déjà comment va se faire leur série dès le début et ils font uniquement 3 saisons. C'est suffisant, c'est parfait. Et j'aime beaucoup le monde parallèle parce qu'ils ont donné une règle assez intéressante, c'est que le monde parallèle, du monde qu'on connaît nous en tout cas, c'est le même monde. Il se passe la même chose mais à différents moments, de différentes manières. Et tu peux le regarder de plein d'aspects différents. Ulrich va faire la même chose dans le monde parallèle par exemple et il va juste les faire différemment à une autre époque. Mais il va tuer les mêmes personnes ou du moins il va essayer. Il va se faire avoir par la même personne. Enfin bref, il y aura toujours le même impact dans le monde parallèle et le monde normal. Donc ça c'est assez intéressant et je trouve que c'est une bonne idée. Au début quand j'ai vu l'épisode 1 je me suis dit ah on va raconter la même histoire dans le monde parallèle, ça va pas être intéressant, on va se faire un peu chier. Au final pas du tout parce que tu comprends comment le monde parallèle fonctionne et il fallait avoir un épisode 1 qui se passe justement dans ce monde parallèle pour comprendre que c'est le même monde qu'auparavant mais avec quelques petites différences, mais fatalement ça arrive au même résultat. Et c'est tout le débat de la série, c'est que ça arrive au même résultat et que c'est un problème. Encore une fois je suis frappé par la ressemblance des acteurs, ils ont toujours pris des acteurs qui se ressemblent, c'est incroyable. Je pense vraiment que ce qu'ils ont fait de bien c'est qu'à chaque fois pour un acteur de différentes époques ils ont pris la même forme de visage, comme ça tu dis qu'ils se ressemblent parce qu'ils ont la même forme de visage et tu dis ah bah oui bah c'est forcément le même personnage et tu le reconnais très rapidement, qu'ils soient enfants, adultes, ils ont souvent la même coupe de cheveux aussi, ce qui aide, mais t'es jamais perdu quoi. Donc le casting il est irréprochable, tu les reconnais parfaitement, il n'y a aucun souci. Je les avais déjà félicités pour la saison 2 mais alors là c'est absolument parfait. Le plus dur dans cette saison c'est évidemment de savoir à qui faire confiance. Est-ce qu'il fallait faire confiance à Adam, est-ce qu'il fallait faire confiance à Eve, chose que j'avais aussi prédit dans la vidéo de l'année dernière mais en même temps c'était un peu logique à vrai dire. Et c'est ça qui est fort, c'est que tu sais jamais à qui faire confiance parce que tout le monde se manipule, ils se manipulent eux-mêmes. Adam manipule Jonas par exemple, donc tu savais jamais à qui faire confiance, tu savais jamais comment résoudre l'apocalypse, est-ce qu'il fallait que l'apocalypse ait lieu. À un moment t'es même du côté d'Adam parce que tu dis ah peut-être il a raison, il faut peut-être que l'apocalypse ait lieu pour que tout s'arrête. De l'autre côté tu dis mais attends Eve aussi elle a envie de sauver au moins l'un des deux mondes, il faudrait peut-être essayer de sauver l'un des deux mondes, du coup tu sais jamais à qui faire confiance, c'est ça qui est fort. Comme les personnages t'es un peu perdu et tu sais pas qui dit la vérité. Et au final t'apprends que personne ne dit la vérité ou du moins personne ne connaît la vérité, mais on en parlera juste après. Ce qui est fort dans Dark et ce qui a vraiment été intéressant c'est d'éviter à chaque fois les contextes politiques. Donc les dates c'est toujours entre les deux guerres, c'est jamais durant un événement très précis qui pourrait causer des problèmes. Je crois qu'à un moment il cite Tchernobyl mais
c'est normal parce que dans Dark aussi il y a une centrale nucléaire et c'est pour faire un peu le lien et pour faire aussi du foreshadowing. Mais en soi, il n'y a pas de grande guerre, il n'y a pas de moment historique important et c'est ça qui est cool parce que du coup, tu es vraiment concentré sur les personnages plus que ce qui se passe en dehors de la ville. Évidemment, les épisodes 6, 7 et 8, masterclass total. L'épisode 6 à la fin où Adam pense qu'il a résolu le problème et il se passe absolument rien. L'épisode 7 qui te raconte vraiment comment tout s'est déroulé, littéralement. T'apprends plus sur les personnages, on en parle juste après. Et l'épisode 8, la conclusion parfaite. Ces épisodes-là, cette trilogie d'épisodes à la fin, chef-d'œuvresque. Il n'y a rien à dire, chaque épisode est de plus en plus long. Je crois que le premier dure 55 minutes, plus 1h05 et 1h10. Parfait. Et j'aime beaucoup la règle du suicide par rapport à Jonas, c'est qu'au final, Jonas ne peut pas se suicider. À chaque fois qu'il voudra se tuer, il ne pourra pas parce que la boucle temporelle l'oblige à survivre. Donc qu'il se tire dessus et qu'il essaie de se pendre, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est une petite règle intéressante et je trouve sympathique qui permet de comprendre qu'au final, les choses ont besoin d'arriver et vont avoir lieu quoi qu'il arrive. Beaucoup de personnes disaient dans la première et deuxième saison pourquoi est-ce que Jonas ne se suicide pas et ne change pas le cours de l'histoire. Il ne peut pas. Donc c'était vraiment un moyen intéressant de lutter contre cette facilité scénaristique qui causait problème à beaucoup de personnes auparavant. Là, ils ont expliqué, bah écoute, c'est le temps qui décide, tu ne peux pas mourir. Ensuite, pour parler un peu des détails, il y a évidemment le collier Ouroboros, le fameux serpent qui se mord la queue, c'est un symbole de l'infini et de la répétition. Il y a aussi le pendentif qui était retrouvé dans le lac, qui a été abandonné auparavant. Enfin bref, tout est vraiment lié, plein de détails comme ça. Il y a aussi l'écran partagé qui symbolise à chaque fois une dimension à gauche, une autre dimension à droite. Il y a la fameuse transition en mode voom, genre qui se fait tirer ou aspirer comme vous voulez, qui change de dimension. Donc à chaque fois qu'il y a cette transition là, en fait, vous avez changé de monde et c'est un autre monde que vous voyez en tout cas. Il y a le format d'image qui est plus un format cinématique avec des bandes noires en haut et en bas quand on est dans le monde de Taunas parce que c'est le monde original. Il y a plein de trucs comme ça, comme l'histoire du chat Schrödinger qui est expliqué au début de l'épisode 7, il me semble. Il y a plein de petits détails comme ça qui représentent vraiment l'histoire de la série et ça qui est fort. C'est cette attention aux détails et c'est juste utiliser des codes que tu connais parfaitement. Je sais pas si j'avais fait la remarque l'année dernière, mais l'importance des noms dans la série, alors je m'y connais pas assez en allemand pour vous dire si c'est des noms récurrents ou des noms assez connus, mais par exemple Doppler, ça veut dire quelqu'un qui se change de corps ou qui se transforme, je suppose. Noah, évidemment, c'est le nom de la Bible, mais c'est utilisé par lui-même, c'est pas son nom de naissance, donc ça a un sens. Tiedemann, il me semblait que ça voulait dire autre chose. Enfin bref, si vous vous y connaissez un peu plus en culture allemande, est-ce que c'est des noms qui sont assez récurrents ou est-ce qu'ils ont vraiment une importance capitale dans la série? J'ai pas vraiment réussi à comprendre, ou j'ai pas du moins compris. Peut-être vous allez être beaucoup plus calé pour m'expliquer tout ça. Maintenant, on va parler des personnages plus en détail et j'ai décidé de ne pas parler de tous les personnages. J'ai choisi les personnages les plus importants et les plus intéressants. Mais si vous avez des questions sur certains personnages que je ne vais pas citer dans cette vidéo, bah mettez-moi ça dans les commentaires et j'y répondrai dans une autre vidéo. On va commencer avec Charlotte. Elle a une vie assez tragique. Au final, c'est la fille de Noah, de une, et ensuite c'est la mère de Elisabeth, mais aussi la fille d'Elisabeth. C'est la mère et la fille de sa propre fille. C'était l'une des causes de l'apocalypse à la fin de la saison 2, c'est le fait qu'elles se touchent toutes les deux, parce que s'il n'y a pas de voyage dans le temps, elles ne peuvent pas se toucher, c'est le paradoxe. Donc au moment de l'apocalypse, quand elles se sont touchées, bah ça a complètement détruit le monde. Et ça montre encore une fois que Charlotte, elle a vraiment une vie compliquée. Bon, en plus d'être la fille de Noah et d'Elisabeth, ce qui en soit compliqué. Ensuite, elle a été kidnappée par elle-même du futur et par Elisabeth pour être mise à Tannhaus. Donc en plus de n'avoir jamais connu ses parents, elle a été déposée et kidnappée par elle-même et sa fille. C'est sûrement l'intrigue qui fait la plus mal au crâne de tout ça, mais je l'ai vraiment bien appréciée dans cette saison. Elle est beaucoup moins présente, d'accord, mais elle a quand même son importance et tu comprends vraiment le drame familial qui l'a traumatisé toute sa vie. Et c'est quand même l'une des causes de l'apocalypse, donc il fallait en parler. Noah, il est quand même passé du mec le plus détestable dans la saison 1 à un mec absolument adorable. Bon, c'est peut-être une exagération, mais c'est un mec que t'adores dans la saison 3 parce que tu comprends vraiment qui il est, tu comprends pourquoi il fait tout ça. Pourquoi il fait tout ça, c'est qu'il veut retrouver Charlotte. Son objectif dans la vie a toujours été de retrouver sa fille et pour ça, il a dû travailler pour Adam. Adam qui l'a manipulé, qui l'a trahi, qui lui a fait du mal depuis le début. En travaillant pour Adam, il a dû faire des expériences sur des enfants, il a tué et enterré des enfants. C'est quelqu'un d'horrible qui a fait des choses horribles en tout cas. Il devait tout organiser, le voyage dans le temps, les enfants, il devait vraiment faire tout ce qu'Adam lui disait pour qu'il arrive à trouver Charlotte. C'est lui qui a tué Claudia, enfin tué en tout cas, c'est lui qui a rendu Helge complètement fou. C'était le pantin d'Adam, mais au final il faisait tout ça pour revoir Charlotte parce qu'on lui a promis la liberté. Adam lui a promis en tout cas la liberté parce que s'il faisait tout ce qu'il lui disait, il savait qu'il allait pouvoir retrouver Charlotte et donc évidemment comme je l'ai dit, Noah a eu un enfant avec Elisabeth et a donc enfanté Charlotte. Mais tu comprends que tout ce qu'il a fait c'était par amour et c'est ça qui l'a détruit, c'est ça qui l'a blessé, c'est ça qui l'a fait passer pour un meurtrier. Enfin pas fait passer mais ça qui a fait lui un meurtrier en tout cas. Et pour nous c'est pour ça qu'il est détestable mais à la fin tu l'apprécies parce qu'il a vraiment été trahi plus qu'autre chose. Et quand tu arrives à la fin tu te dis mais il méritait beaucoup mieux et du coup tu détestes Adam plus qu'autre chose. Il a même dû tuer son père Bartos quoi, c'est vraiment horrible. Pour parler rapidement d'Elisabeth, on a bien compris que sa vie était légèrement compliquée, surtout dans l'Apocalypse où elle devient bon certes une leader mais elle a failli se faire violer. J'ai bien aimé que Peter les protégeait, c'était très touchant et c'était sûrement, enfin il me semble la seule scène d'action de la série. De la saison en tout cas, il n'y en a pas eu beaucoup dans la série, c'est vrai, mais de la saison. C'était une scène hyper malsaine mais j'ai beaucoup aimé le fait que Peter la protège. J'ai beaucoup aimé aussi qu'elle cause l'un des effets de l'Apocalypse et j'ai aussi beaucoup aimé assez bizarrement
clairement qu'elle ait un enfant avec Noah et que tu comprennes quand ils arrivent dans le bunker dans la saison 2 il me semble qu'ils vont avoir un enfant tous les deux alors qu'elle est très jeune et Noah est un peu plus vieux. Elle a clairement pas eu une vie facile. Pour parler rapidement de Francis et Magnus, c'est marrant parce que c'est eux qui sont ensemble, c'est eux qui couchent souvent ensemble dans la série et pas d'enfants. Ça me fait rire parce que c'est ceux qui sont toujours les plus actifs sexuellement et il n'y a pas de progéniture, il n'y a rien du tout, ils meurent et ils disparaissent. Pour parler maintenant de Claudia, il faut comprendre que Claudia jouait son propre jeu depuis le début. Alors oui, son histoire est super compliquée, il y a beaucoup de paradoxes, c'est elle qui s'aide elle-même via différentes époques, c'est elle qui se fait voyager dans le temps, c'est elle qui se tue, enfin c'est n'importe quoi, dans le bon sens du terme, c'est bien fait, mais c'est elle qui a vraiment joué son propre jeu et tu vois qu'à la fin, elle manipule, ou du moins elle essaye de convaincre Adam de faire les choses qu'il faut. L'idée à la base, c'est qu'elle voulait sauver Regina, c'est ça qu'elle voulait faire depuis le début, c'est sauver sa fille. On comprend donc que l'un des parents est un Doppler par exemple, et ensuite on comprend que Regina doit mourir. Parce que si Regina ne meurt pas, Claudia n'aura jamais la motivation d'aller voyager dans le temps et sauver Regina. Donc quoi qu'il arrive, Claudia sait que Regina doit mourir pour sauver Regina. Et ça qui est paradoxal et ça qui est compliqué à comprendre, c'est qu'au final, elle comprend qu'elle doit arrêter le cycle éternel parce que c'est comme ça qu'elle peut sauver Regina. Si elle n'a jamais voyagé dans le temps, Regina pourrait survivre. Et pourquoi Regina survit à la fin, c'est qu'elle n'a jamais été kidnappée, il me semble, par Ulrich ou je sais plus à quel moment, attachée à un arbre où il y avait beaucoup de radiation, elle n'aurait jamais eu son cancer. Et c'est là que Claudia comprend, et ça qui est compliqué à comprendre aussi en tant que spectateur, c'est que pour qu'elle fasse tout ça, sa fille doit mourir afin de sauver sa fille. Le fait que sa fille meure dans les mondes parallèles, ça permet la survie de sa fille dans le monde original. C'est aussi pour ça qu'elle donne les clés du voyage dans le temps à Tannhaus, c'est aussi pour ça qu'elle fait tout ce qu'elle fait dans la série, par amour, pour sauver sa fille. Mais pour sauver sa fille, il faut perdre sa fille. J'adore ce personnage, je trouve qu'il est vraiment bien écrit, super attachant, tu l'adores de A à Z, tu la comprends au fur et à mesure, et vraiment je trouve que c'est l'un des personnages les plus attachants. J'adore Claudia, vraiment c'est une big boss, elle a tout compris, enfin avec beaucoup de difficultés, mais elle a réussi à arriver au bout des choses, elle a réussi à avoir ce qu'elle voulait. Donc je l'apprécie énormément et c'est super ce qu'ils ont fait avec son personnage. C'est vrai que Anna, elle a eu une vie assez compliquée au final. Elle était amoureuse d'Ulrich durant toutes ces années depuis qu'elle était toute jeune. Puis elle arrive à trahir Ulrich à la toute fin et là tu te sens vraiment mal parce que tu la détestes, mais en même temps tu l'apprécies un peu parce que c'est sûrement le personnage le plus détestable. Mais elle a vécu tellement de choses horribles, elle a vécu tellement de drames, même lorsqu'elle a une liaison avec quelqu'un d'autre parce qu'elle va coucher avec beaucoup de personnes qui ont déjà quelqu'un. Elle décide de garder l'enfant, Sigeia, il me semble, elle s'appelle, qui va devenir super importante parce que sans cet enfant-là, Jonas n'existerait jamais. C'est pour ça qu'Adam, à la fin, tue Anna en lui disant maman une dernière fois. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait que Adam s'humanise et se rapproche de Jonas au fur et à mesure de la saison. Tue sa mère Anna et ensuite elle prend la petite fille et l'envoie dans le passé. Comme ça, elle peut avoir des enfants et donc continuer la progéniture. Mais je suis assez content qu'elle soit heureuse à la toute fin dans le monde original parce qu'elle le méritait au final. Les mauvaises choses qui ont eu lieu avec tout le monde, c'est à cause du voyage dans le temps, Ulrich, etc. Donc là, qu'elle ait une vie sans voyage dans le temps, bah, tu vois qu'elle est heureuse, tu vois qu'elle est avec plein d'amis, tu vois qu'elle le mérite. Donc même si on l'a beaucoup détesté pour ce qu'elle a fait à plein de personnes, au final, à la fin, t'es assez content qu'elle soit là où elle est. Parce que tu vois que c'est plus des relations toxiques qui l'ont détruit plus qu'autre chose. Katharina aussi, elle a une vie assez horrible. Au final, elle a été manipulée, elle a été trompée, elle a perdu ses enfants, mais c'est n'importe quoi. Elle voyage dans le temps pour retrouver ses enfants, elle se fait tuer par sa propre mère, qui la battait déjà à l'époque, alors qu'elle voulait juste retrouver son fils. C'est horrible. Puis ensuite, elle trouve Ulrich dans l'hôpital psychiatrique, elle essaie de le sauver, mais elle se fait tuer juste avant, et t'as Ulrich qui attend, mais pendant des heures sans raison. Quand j'ai vu Ulrich avoir de l'espoir une dernière fois, il allait se libérer de tout ça, de sa prison, de son hôpital psychiatrique, parce que les gens pensaient qu'il était fou. Il attend et elle ne vient jamais parce qu'elle s'est fait tuer par sa mère, bordel. Pour une série qui raconte vraiment la naissance de beaucoup de personnages et beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de parents qui tuent leurs enfants aussi. Je dis ça, je dis rien. Elle a une vie super dramatique, elle se faisait battre quand elle était enfant, elle se faisait tromper, elle a essayé de sauver son fils et au final elle se fait tuer, mais à la fin, en tout cas, encore une fois, elle est heureuse dans le monde original. Elle est heureuse, elle a l'air de bien s'entendre avec tout le monde. Enfin bref, c'est vraiment cool qu'elle soit heureuse à la fin et le mérite aussi. Pour parler d'Ulrich, c'est vrai que c'est pas le meilleur des mecs. Il trompe sa femme, il trompe aussi la femme avec laquelle il trompe sa femme. C'est pas le mec le plus noble et le plus honorable de la série, c'est une évidence. Mais il a été tellement traumatisé par la disparition de son frère, par le fait de remonter dans le temps, d'essayer de sauver son frère, d'essayer de changer le cours de l'histoire et de finir en hôpital psychiatrique durant le reste de sa vie. Donc ça, c'est super touchant. Et tu vois ces lueurs d'espoir dans son regard, dans sa vie, tu dis il va y arriver, il va survivre. Et au final, malheureusement, bah, il finit dans cet hôpital et il va sûrement mourir là-bas. Même si, encore une fois, il va disparaître parce qu'il n'existe pas dans le monde original. Même lui, qui est pas un mec génial, tu le comprends et tu as envie de le voir un peu plus réussir. Mais au final, il a été puni de A
A à Z, il a vraiment une vie dramatique. On en parle de Bartosz au début, on se disait ah il va pas trop avoir d'importance dans la série et au final c'est l'un des papas de quasiment tout le monde. Sans lui la série n'existe pas parce que c'est lui qui a créé quasiment la majorité des personnages par descendance. Donc ça m'a fait marrer qu'au début dans la première saison ils sont un mec sympathique sans plus et à la fin bah, c'est quand même l'un des pères fondateurs de l'arbre familial et sans lui bah, le monde aurait été complètement différent. Il faut parler de Tannhaus. Tannhaus lui n'a jamais réellement inventé le voyage dans le temps, il a été inventé par paradoxe, c'est que lui se l'est envoyé après l'avoir écrit donc il n'a jamais réellement écrit. Le livre n'a jamais réellement eu d'auteur, du coup c'est un véritable paradoxe. Mais ce que j'adore par rapport à lui c'est qu'on pense que depuis le début tous les problèmes qui ont été causés dans la série, c'est dû au suicide de Michael. Ce suicide-là va engranger tous les problèmes de la série. Mais c'est faux, c'est la mort, l'accident de voiture des enfants, enfin du moins du fils de Tannhaus. En ayant perdu sa famille, il va essayer de créer une machine à remonter dans le temps pour vraiment sauver sa famille. Et c'est là que les mondes parallèles vont se créer, c'est que lui, en créant cette machine dans le temps, va créer des mondes parallèles afin de sauver sa famille. Donc encore une fois, par amour. Et le truc le plus intéressant, c'est qu'en plus d'avoir une fin super touchante avec sa famille qui revient, le câlin, tout ce que vous voulez, il a réussi. Il a réussi à sauver sa famille et il ne le saura jamais. Parce qu'au final, il a créé la machine à voyager dans le temps et il a sauvé sa famille, mais pas comme il l'imaginait. Lui, il voulait remonter dans le temps pour sauver sa famille, mais au final, il a créé deux mondes parallèles. Et vu que les deux mondes parallèles ne pouvaient pas exister éternellement, ils ont été donc détruits par Jonas et Martha. Et vu que Jonas et Martha ont détruit ces mondes parallèles en sauvant la famille de Tannhaus, Tannhaus a littéralement sauvé sa famille. Et c'est ça la poésie de la série, c'est qu'il ne le saura jamais. Il faut maintenant évidemment parler de Jonas et de Martha. C'est leur amour, le centre de la série, c'est le fait qu'ils s'aiment, c'est le fait qu'il y ait cette union éternelle entre les deux qui cause tous les problèmes de la série. Si ils pouvaient se dire au revoir, s'ils pouvaient passer à autre chose et ne pas s'aimer, au final il n'y aurait pas de problème, il y aurait l'apocalypse, il n'y aurait pas eu l'apocalypse, aucun souci. Ils ont été créés par le voyage dans le temps, donc encore une fois eux c'est un paradoxe et donc ils meurent à la fin, du moins ils disparaissent. Évidemment la majorité du parcours de Jonas et de Martha ont été aidés par les différentes versions de Jonas et Martha, que ce soit de dimensions différentes ou dans le temps. Donc au final Jonas tout ce qu'il fait c'est grâce à lui-même parce que lui s'aide lui-même, lui s'envoie Noah pour l'aider etc. Et Martha c'est pareil, elle s'envoie plein de versions d'elle-même. Je crois que dans une scène, il y a même 4 ou 5 Martha dans une seule scène. Enfin bref, elle s'envoie plein de versions d'elle-même, différentes époques, différentes dimensions pour s'aider. Et les deux, au fait, vont être à l'opposé. L'une va penser, donc Ève, qu'elle doit sauver l'un des deux mondes. Et l'un, Adam, va penser qu'il faut détruire le monde. Adam et Ève, c'est les créateurs de l'humanité. Là, c'est les destructeurs ou les sauveurs. Et c'est ça le paradoxe encore une fois. Ils ont des idées différentes, mais ces idées-là fonctionnent uniquement parce qu'ils s'aiment. S'ils ne s'aimaient pas, il n'y aurait pas besoin de sauver l'un des deux mondes. Parce qu'ils veulent se sauver. Adam veut arrêter toute sa vie en sacrifiant Martha. Ève veut sauver l'un des deux mondes pour que ses enfants existent, etc. etc. Ève, c'est pour l'amour de ses enfants qu'elle fait ça. Mais à la base, c'est parce que Jonas et Martha s'aiment. Et j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au final, Adam, il a tort. Quand il se rend compte qu'il a tué Martha pour rien, il se sent mal parce qu'il pensait que ça allait être la fin et c'est pas du tout le cas. Il est prêt à tout parce qu'il s'est rendu compte que toute sa vie menait à cet instant-là et cet instant est faux. Cet instant n'est pas la conclusion et c'est pour ça qu'il écoute Claudia, c'est qu'il est perdu, il a plus aucune chose à faire, il a plus d'idées, c'est fini. Toute sa vie a mené à ce moment-là, ce moment qui était même pas bon. Donc je trouve que c'était un épisode super touchant parce qu'il se rend compte que ça n'a pas fonctionné. Mais au final, Jonas et Martha, je trouve que c'est un couple adorable. Tu les comprends, tu vois qui ils sont absolument mignons ensemble et ils ont causé la majorité des problèmes. Et le pire, c'est que même à la fin, ils sont Martha et Jonas de deux dimensions parallèles. Donc les deux à la fin, c'est pas le Martha et Jonas qui devaient être au final, c'est pas le couple qui se connaît. Donc c'est là la tragédie et la poésie du truc, c'est que c'est deux Jonas et Martha différents. Même s'ils ont leur petit moment interstellar un peu mignon dans le tunnel qui était plutôt cool, avec cette petite référence au fait qu'ils se sont vus auparavant et qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, parce que c'est la boucle, le paradoxe temporel. Au final, ils s'étaient fait l'un pour l'autre grâce au temps et grâce au paradoxe. Mais dans ce tunnel-là, ils ont perdu leur âme sœur respective. Ils sont juste deux inconnus. Mais c'est vrai que lorsqu'ils se tiennent la main et ils disparaissent tous les deux, j'étais très ému. J'ai vraiment versé quelques larmes parce qu'au final, ils s'aiment pas, ils se connaissent pas. C'est pas eux qui s'aiment, mais c'est le symbole du temps. C'est le symbole de cette union qui a tout cassé mais qui en même temps était la source de tout. D'où le Adam et Ève, les créateurs mais aussi les destructeurs dans ce cas-là. Il fallait détruire le monde pour sauver le monde. Si vous regardez, tous les personnages ont fait quelque chose par amour. Tous. Et il fallait arrêter ce cycle éternel, ça ne pouvait pas continuer. C'est ça l'idée de la série aussi, c'est la thématique de l'amour. C'est pour ça que c'est une fin douce amère, cette fin de Dark, c'est que Jonas et Martha n'existeront jamais. Ils n'ont jamais vécu, leur histoire n'a jamais eu lieu, ils n'ont jamais eu d'enfants, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais rien eu parce qu'il y a eu des choses. Vous voyez le paradoxe encore une fois? Ils n'ont jamais existé parce qu'ils ont existé. Même le câlin entre Adam et Ève, j'ai trouvé super touchant. Tu voyais qu'ils étaient enfants encore, tu voyais qu'ils étaient jeunes, tu voyais qu'ils avaient retrouvé leur humanité à ce moment même. Après, j'avoue que pendant une seconde,
secondes, je pensais que Jonas et Martha allaient se téléporter tous les deux devant la voiture des enfants de Tannhaus et qu'ils allaient les faire dérailler et causer l'accident. Ça aurait été une fin complètement lugubre parce que du coup, s'ils avaient causé l'accident, bah, ça aurait été encore une fois un cycle éternel et ça aurait été une fin complètement pessimiste. Donc je suis content que la fin était complètement différente et qu'au final, c'était une fin assez douce amère mais quand même globalement assez joyeuse, je trouve. Et si on compare encore une fois Adam et Ève, ils avaient tous les deux leur cycle mundus. Il y avait de côté Noah qui bossait pour Adam et de l'autre côté l'enfant de Ève qui bossait pour Ève. Ils étaient là pour rectifier tous les petits problèmes qui allaient changer le cours de l'histoire parce que l'histoire devait se répéter. Donc ils devaient aller corriger de manière temporelle tous les petits soucis pour que tout se répète parfaitement. Le seul petit problème bémol par rapport à la série, c'est qu'on ne saura jamais vraiment le passé de Boris avec Alexander. On ne sait pas vraiment ce qui a eu lieu, on ne sait pas vraiment c'était quoi l'histoire dans la saison 2. Est-ce que ça a un impact sur l'intrigue principale? Pas vraiment, mais vu qu'ils ont beaucoup développé cette intrigue dans la saison 2, t'aurais aimé une conclusion un peu différente ou du moins un peu plus de conclusion, mais ça n'a pas été le cas. C'est pas très grave, mais il fallait encore une fois en parler. Et la chose la plus importante qu'on ne saura jamais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé avec l'œil de voleur? On ne saura jamais. Pour parler rapidement de la fin, j'en ai beaucoup parlé quand même, c'est une très longue vidéo, j'espère pas vous avoir trop ennuyé. Il faut comprendre que c'est une fin douce amère encore une fois. J'ai trouvé ça super touchant entre les câlins, les gens qui disparaissent, les gens qui ont enfin réussi à faire ce qu'ils devaient faire. Tu les voyais disparaître un peu à la Avengers, certes, mais c'était super touchant, c'était beau à regarder. Et la fin du monde original où ils sont tous heureux entre eux avec tous les personnages qui sont là, et Anna qui parle de la scène comme si elle avait vécu un rêve, c'est super touchant. Parce qu'au fait, ça confirme bien que ce qui a eu lieu a réellement eu lieu, comme un souvenir lointain certes, mais elle s'en rappelle un petit peu, il y a quelque chose en elle qui se dit ah bah on a quand même vécu tout ça. C'est ma manière d'interpréter les choses, mais je trouvais ça vraiment touchant, et je trouve vraiment que ça fonctionnait à la perfection. Et le fait que l'enfant s'appelle Jonas à la fin, c'est pas vraiment une fin ouverte, c'est juste un clin d'œil pour dire que écoute, peut-être les Jonas et Martha que tu as connus ont disparu, mais il y a de l'espoir, comme Martha ou Ève ont toujours dit, il faut garder espoir, du moins par rapport à Jonas. Du coup, il y a espoir que ce Jonas-là soit le Jonas qu'on connaît. Donc c'est plus une touche d'espoir, un clin d'œil plus qu'une fin ouverte. Je vais m'arrêter là, c'est une super longue vidéo, je pensais pas faire autant, mais il fallait conclure cette trilogie de saison de Dark qui était géniale. Et il fallait en parler, même si c'était long, c'est comme ça, je me ferai chier au montage, mais c'est comme ça, c'est le travail. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre dans une autre vidéo. Mettez-moi tout ça là-bas, faites-vous plaisir. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien YouTube en faisant un don, en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.